Au moment où la CIA reçoit le feu vert de l'OLC, à Guantanamo, le Pentagone multiplie les pressions sur les services de renseignement de l'armée, chargés d'interroger le Saoudien Mohamed Al-Qahtani. Soupçonné d'être le 20e terroriste des attentats du 11 septembre, il a été arrêté en Afghanistan, puis transféré sur la base de Guantanamo en janvier 2002. Pendant 6 mois, les officiers de renseignement militaire respectent les consignes du manuel de campagne de l'armée qui interdit les interrogatoires coercitifs. On sait aujourd'hui que Donald Rumsfeld a décidé de passer outre en détournant un programme militaire secret baptisé SEER et destiné à entraîner les forces spéciales américaines à résister à la torture. Mon nom est Malcolm Nance. Je suis un ancien membre des services de renseignements américains. Pendant que je servais ma nation, j'ai eu l'honneur d'être accepté comme instructeur pour le programme de la marine. Survie, évasion, résistance et secours, l'école SEER. Le programme SEER a été créé à la fin des années 1950, après la guerre de Corée. Les études faites sur les prisonniers de guerre américains ont montré que pendant la Seconde Guerre mondiale, et surtout en Corée, les prisonniers de guerre mouraient en grand nombre. Ces études ont démontré que c'était à cause des techniques utilisées. Il a été décidé de créer un programme qui permette aux membres de l'armée américaine d'avoir certains outils pour résister à une éventuelle captivité. Nous entraînons notre personnel afin qu'il puisse survivre dans le pire environnement qui soit, à savoir celui d'un ennemi qui ne respecte absolument pas les droits de l'homme ni les conventions de Genève. Le programme le plus vigoureux auquel j'ai participé était le programme des Rangers de l'armée américaine. Nous avons été parachutés dans la jungle le soir, et pendant que j'étais en train de rouler mon parachute et de le ranger dans mon sac, j'ai été capturé. J'ai été enfermé un jour et une nuit dans un espace dans lequel je ne pouvais être qu'en position fétale. C'est long. Et je vous assure que c'est très dur de rester dans cette position pendant une journée. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais même pas tourner la tête. Ensuite, on m'a soumis à un interrogatoire. J'étais assis sur une petite chaise avec une grosse lampe comme ça, allumée et braquée sur mon visage. J'étais torse nu. Puis on a commencé à être agressif avec moi. L'un des officiers m'a giflé si violemment qu'il m'a cassé une dent. Nous enseignons à nos étudiants que la torture est utilisée par des services de renseignement militaires ou civils qui ont recours à des moyens illégaux pour obtenir du renseignement. Nous leur présentons la torture comme un échec complet de la part de l'ennemi. Et nous les soumettons aux techniques utilisées partout dans le monde, comme le supplice de la baignoire, les coups, les positions de stress, la privation de sommeil, l'arrachage des ongles ou les chocs électriques. C'est conseillé et contrôlé par des psychologues et des médecins, etc. Leur rôle est de s'assurer qu'une école aussi agressive que l'école des Rangers, par exemple, ne blesse personne. Le rôle des psychologues de SEER est très important. Ce sont eux qui vérifient que les étudiants sont en bonne santé mentale et leur apprennent à le rester en captivité. Si quelqu'un m'avait dit « Ok, nous allons maintenant torturer des gens de la même manière que les tortionnaires nous ont torturés », j'aurais dit 1. Que c'est un crime, 2. Que c'est inefficace, et 3. Que c'est la chose la plus anti-américaine que l'on puisse faire. La révélation de l'existence du programme SEER et de son détournement pour torturer des prisonniers a provoqué un vif émoi aux États-Unis. Pourtant, lors de l'audition parlementaire, seuls les seconds couteaux ont été cités à témoigner, et pas Donald Rumsfeld, leur chef à tous. L'audition d'aujourd'hui va explorer comment les techniques d'entraînement à la résistance du programme SEER ont été inversées par des responsables du département de la Défense pour être utilisées de manière offensive contre des détenus. Je commencerai par vous, Monsieur Schifrin. Lorsque vous étiez l'avocat général adjoint chargé du renseignement au département de la Défense, vous avez eu des discussions avec votre supérieur, Jim Haynes, concernant la question des interrogatoires durant le printemps ou l'été 2002. Est-ce exact? J'ai effectivement discuté avec Jim Haynes pour savoir où on pourrait trouver, au sein du département de la Défense, une expertise sur la manière de conduire des interrogatoires.
Le département de la Défense ne s'était pas occupé de cette question, au moins depuis la guerre du Vietnam. Ce souci était-il dû à des frustrations venant du manque de renseignements récoltés? C'est le sentiment que j'ai eu, pas seulement à cette occasion, mais lors de précédentes réunions auxquelles j'ai assisté dans notre bureau, et où il y a eu des conversations sur le progrès ou le manque de progrès dans l'exploitation des détenus. Monsieur Haynes, avez-vous demandé à Monsieur Schifrin d'obtenir des informations sur les techniques SEER? Monsieur le Président, 6 ans se sont passés depuis l'été 2002 et ma mémoire n'est pas parfaite. Ma mémoire n'est pas parfaite même pour des événements plus récents. Alors pour ce qui s'est passé il y a 6 ans, c'est sûrement le cas. Ce dont je me souviens de l'été 2002, c'est qu'il régnait au sein du gouvernement une grande inquiétude concernant la possibilité d'une autre attaque terroriste à l'approche du premier anniversaire du 11 septembre. Il y avait aussi une conviction largement répandue que les prisonniers arrêtés par les États-Unis pendant la guerre contre la terreur ne donnaient pas autant de renseignements que souhaités. Vous ne vous souvenez pas avoir fait cette demande? Je ne m'en souviens pas vraiment, mais si je l'ai fait, c'est sûrement à Richard que je me suis adressé. Colonel Baumgartner, dans votre déposition, vous dites que en juillet 2002, M. Schifrin vous a appelé et vous a demandé des informations sur l'utilisation de pression physique durant l'entraînement de SEER. C'est bien ce que dit votre déposition? Oui, monsieur. En réponse, vous avez envoyé à M. Schifrin une liste de pression physique, incluant des positions de stress, la privation sensorielle, le waterboarding. Vous lui avez transmis une note du docteur Ogrisek traitant des effets psychologiques de cet entraînement. Est-ce exact? Oui, monsieur. Est-ce que les techniques dont nous parlons sont efficaces? De quel point de vue? Pour obtenir du renseignement? Je ne suis pas un agent de renseignement, monsieur. Je ne sais pas. Mais je sais que ces techniques sont efficaces dans notre programme d'entraînement pour apprendre à nos étudiants la façon de résister à quelqu'un qui veut leur soutirer des renseignements. C'est à ça qu'elles servent. Docteur, d'après vos études, est-il juste d'affirmer qu'on peut faire dire presque n'importe quoi à n'importe qui si on use de brutalité pendant un certain temps? Je dirais que c'est vrai, mais que c'est aussi le problème. On peut leur faire dire n'importe quoi. Vous avez dit dans un journal que vous aviez vous-même subi le supplice du waterboarding? Oui, effectivement. Vous ne pouvez pas enseigner à l'école SEER sans avoir subi vous-même toutes les techniques. Donc, comme cela faisait partie de ma formation, sans savoir que cela allait arriver, j'ai subi le waterboarding. C'est comment? Oh, c'est horrible. Vous vous noyez. Vous vous noyez dans un environnement très contrôlé, mais vous vous noyez lentement. On vous dit que si vous ne répondez pas à la question, la torture va continuer, ce qui est douloureux. À ce stade, vous êtes prêt à dire n'importe quoi. Vraiment? Oh oui. Vous êtes prêt à dire que le haut est en bas, que le noir est blanc, tout ce qu'ils veulent que vous disiez. Vous finissez par avouer en sachant pertinemment que c'est une fausse confession. Le 27 novembre 2002, Jim Haynes rédige un mémorandum qui restera dans l'histoire comme le mémo de Rumsfeld. Il propose 3 catégories de techniques, la première étant la moins agressive, la troisième la plus agressive. Toutes ces techniques, dites d'interrogatoire dur, sont inspirées du programme SEER. L'usage de positions de stress, comme rester debout pendant un maximum de 4 heures. L'enlèvement des vêtements. L'exploitation des phobies des prisonniers, comme la peur des chiens pour provoquer le stress. Dans la catégorie 3, le bras droit de Rumsfeld suggère l'usage d'une serviette humide et de l'eau qui ruisselle pour induire l'illusion de la suffocation. Apprendre que la plus haute instance de votre gouvernement a non seulement fermé les yeux sur ces atrocités, mais les a demandées. C'est nouveau pour moi. Et sincèrement, cela me fait honte d'être un citoyen américain gouverné par George Bush. Sénateur Graham,
Le waterboarding faisait partie de la catégorie 3, n'est-ce pas? Il me semble que c'était présenté comme un linge dégoulinant d'eau. Je n'ai jamais vraiment compris en quoi consistait cette technique. Vous pensez que cette technique est légale? À y bien réfléchir aujourd'hui, je pense en fait que c'est illégal. À l'époque, je ne sais pas. Aujourd'hui, la loi est très claire. Le 2 décembre 2002, Donald Rumsfeld signe le mémorandum de Heinz en guise d'approbation. Sous sa signature, il rajoute un commentaire manuscrit. « Je reste debout 8 à 10 heures par jour. Pourquoi la position debout est-elle limitée à 4 heures seulement ?» Quel impact peut avoir ce genre de remarque sur le personnel militaire qui le lit? Sénateur, lorsque j'ai vu cette note pour la première fois, j'ai été choqué qu'un tel commentaire puisse figurer sur un document de cette nature. À ce moment-là, j'ai pensé que même si c'était une blague, et on sait que c'est le genre du secrétaire Rumsfeld, cela pouvait être interprété comme un signe d'approbation pour agir au-delà des limites de ce document. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez lu les techniques autorisées par le département de la Défense? J'étais horrifié, mais j'ai aussi cru que c'était une erreur. Il ne m'est même pas venu à l'esprit que l'autorisation de ces techniques pouvait être un acte délibéré. Je ne l'ai même pas imaginé. Je pensais que Jim Haynes, le responsable juridique qui avait envoyé ce mémorandum au secrétaire Rumsfeld, et le secrétaire Rumsfeld lui-même, n'avaient pas évalué les conséquences de ces techniques d'interrogatoire, tout simplement parce qu'ils étaient surchargés de travail. Mais j'étais convaincu que dès lors que je leur ferais part de mes remarques, le document serait retiré et la situation serait corrigée. Vous le pensiez vraiment? Oui, absolument. Et que pensez-vous aujourd'hui? Eh bien, que ce n'était pas une erreur. C'était une erreur dans le sens où c'était une mauvaise décision à différents niveaux. Mais cette décision a été prise en toute connaissance de cause. Si j'ai bien compris, dès que vous avez vu les techniques d'interrogatoire proposées, vous avez ressenti le besoin de parler et vous l'avez fait. Qu'avez-vous fait ensuite? J'ai immédiatement apporté le mémo à M. Haynes et je lui ai dit qu'il y avait un souci. Je suis allé voir Jim. Je l'ai rencontré environ 1 heure après avoir lu le mémorandum. Je lui ai expliqué pourquoi je pensais que ce mémorandum était une erreur et comment il pouvait conduire à l'utilisation de la torture et pourquoi l'utilisation de quelque traitement que ce soit qui pourrait être considéré comme cruel et dégradant serait un désastre pour le pays, que ce soit du point de vue de la sécurité intérieure ou de la politique étrangère. Jim a très peu parlé, il a seulement dit qu'il ne pensait pas que ce mémorandum organisait un système de torture. J'ai aussi discuté de cela avec les juristes de l'armée de terre et de l'air. Tous pensaient aussi que cette directive était illégale et représentait une grande erreur pour le pays. J'avais donc reçu un soutien énorme de la part des différents corps d'armée qui s'opposaient à l'application de ces techniques d'interrogatoire. Monsieur Haynes, je voudrais passer en revue avec vous les commentaires des différents corps d'armée. Par exemple, prenez la pièce 12, datée du 7 novembre 2002. C'est un mémorandum de l'armée de terre. Paragraphe 2, il est écrit « L'armée de terre soulève de manière significative des problèmes légaux et pratiques en ce qui concerne presque toutes les techniques de la catégorie 2 et toutes celles de la catégorie 3. Étiez-vous au courant du désaccord de l'armée au sujet de ces techniques ? » Je ne me souviens pas d'avoir vu ce mémorandum à l'époque, et je ne me rappelle pas d'objection de ce type. Saviez-vous que l'armée de l'air avait les mêmes inquiétudes à propos de ces techniques ? Je ne me souviens pas non plus de ce mémorandum. Vous avez soigneusement ignoré les mémos des juristes militaires adressés à votre bureau. Vous les avez soigneusement ignorés. Vous dites que je les ai ignorés. Oui, vous les avez ignorés. Mais si je ne les ai pas vus, je n'ai pas pu les ignorer.
Vous saviez qu'il y avait des inquiétudes. Pourquoi ne pas avoir demandé à voir ces mémos? Je vous ai dit que je ne savais pas que ces mémos existaient. Vous ne saviez pas que ces mémos existaient? Sénateur, je ne me souviens pas les avoir vus ni avoir eu connaissance de leur existence. C'était il y a 6 ans. J'ai dû voir des millions et des millions et des millions de pages d'informations pendant les 7 années où j'ai fait ce travail. D'après un document déclassifié du Pentagone, les officiers des services de renseignement ont été formés aux techniques d'interrogatoire dur dès septembre 2002. L'entraînement a été encadré par des psychologues du programme SEER. La participation de psychologues dans la transmission des méthodes de torture a provoqué une vive polémique au sein de l'APA, l'Association américaine de psychologie. Je demande instamment aux membres de l'APA de dire clairement aux dirigeants de notre organisation et au monde, la mission des psychologues est plus importante que de simplement obéir aux ordres. Les psychologues ne doivent pas participer au programme de torture du gouvernement américain. Les psychologues ont été impliqués dans ce qu'on appelle le retournement des méthodes utilisées pour entraîner les soldats américains à résister à la torture, pour qu'elles soient appliquées de manière offensive sur les prisonniers. Ils font aussi partie des fameuses équipes scientifiques de consultation comportementale qui participent aux interrogatoires en fournissant un encadrement et des conseils. Est-ce que les psychologues ont assisté aux séances de torture? Malheureusement, la plupart des documents sont encore classifiés. Dans un cas, pourtant, nous avons la confirmation qu'un psychologue était présent en donnant des conseils. Il y a aussi des médecins impliqués. Dans un cas que nous avons étudié, le prisonnier avait l'épaule démise après avoir subi le supplice de la suspension, et un médecin lui a remis l'épaule en place pour que la torture puisse continuer. En novembre 2002, le général Geoffrey Miller est nommé à la tête du camp de détention de Guantanamo surnommé Gitmo. C'est lui qui introduira les techniques d'interrogatoire dur, destinées aux prisonniers de grande valeur, comme on les appelle dans le jargon. Mohamed Al-Qahtani est le premier sur la liste. Pendant 51 jours, les tourments qu'il subit sont consignés dans un rapport d'activité dont des extraits ont fini par fuiter. 20 décembre, le détenu est mis à nu. Il dit qu'il n'aime pas que les femmes regardent son corps nu. L'interrogateur lui demande de faire le beau, de marcher et d'aboyer comme un chien. La présence d'un psychologue et d'un médecin est notée à plusieurs reprises. 27 novembre, le surveillant place le détenu dans un fauteuil tournant pour le maintenir éveillé selon la suggestion du major L. Le major Lezo était le chef des psychologues à Guantanamo. La vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Sénateur Reid. Merci, Monsieur le Président. Général Miller, on rapporte qu'à Guantanamo, vous avez établi une liste comprenant 72 techniques de stress et de contrainte. Elles incluent des variations de température extrême, la privation de nourriture, cagouler le détenu pendant des jours entiers, l'isolement du détenu nu dans le froid et des cellules sans lumière. Est-ce exact? Monsieur, c'est totalement faux. Ça ne s'est jamais produit? C'est totalement faux. Ok. Pouvez-vous aussi nous confirmer que chacun, indépendamment de son statut à Guantanamo ou ailleurs, à votre connaissance, a droit à être traité humainement? Oui, sénateur. Chaque combattant ennemi détenu à Guantanamo est traité de façon humaine. Le calvaire subi par les prisonniers de Gitmo déclenche une vive polémique. D'un côté, les services d'intelligence militaire ou la CIA, obsédés par le renseignement, et de l'autre, les services judiciaires comme le FBI, la police fédérale, qui travaillent dans l'optique d'un éventuel procès. Ces agents s'opposent à la torture d'un point de vue moral, mais aussi parce qu'ils savent que tout soupçon de torture entraînera l'annulation des procédures.
Mon nom est Amrit Singh. Je suis avocate à l'ACLU, l'Union américaine pour les libertés civiles, et je conseille la partie plaignante dans le procès qui oppose l'ACLU au département de la Défense. Nous avons déposé plainte contre la rétention injustifiée d'informations et notre action a contraint le gouvernement à rendre public plus de 100 000 pages de documents concernant le traitement des prisonniers retenus à l'étranger par les États-Unis, et j'ai personnellement passé en revue tous ces documents. Par exemple, dans un document du gouvernement, un agent du FBI décrit ceci. À plusieurs reprises, je suis entré dans les salles d'interrogatoire et j'ai trouvé des prisonniers pieds et poings liés, couchés en position fétale sur le sol, sans eau ni nourriture. La plupart du temps, ils avaient uriné et déféqué sur eux-mêmes, ayant été laissés là de 18 à 24 heures ou plus. Une autre fois, l'air conditionné avait été éteint, ce qui faisait probablement monter la température de la pièce à plus de 38 degrés. Le détenu était presque inconscient sur le sol, avec un tas de cheveux juste à côté de lui. Il s'était apparemment lui-même arraché les cheveux pendant la nuit. Les agents du FBI observaient ça et étaient vraiment choqués. Certains ont essayé de rapporter ces faits du mieux qu'ils ont pu. Je pense que si cela s'était passé n'importe où ailleurs, il y aurait eu des arrestations, car c'est une violation évidente de la loi fédérale. Le général Miller, qui, à ce que j'ai cru comprendre, n'était pas un agent de renseignement, était responsable de cet endroit. Et je ne sais pas de qui il recevait ses conseils, mais ce n'était pas de bons conseils. Il y a eu beaucoup de débats et de conflits entre le FBI, qui observait tout ça, et les militaires. Et la position militaire était, et je cite, « Soit tu diriges, soit tu nous suis, ou tu dégages ». Apparemment, le FBI a été écarté à Guantanamo. Vous le confirmez? Oui. Finalement, le FBI a été écarté. Le 20 mars 2003, les États-Unis envahissent l'Irak au motif que le régime de Saddam Hussein abrite des armes de destruction massive. Un mensonge d'État qui coûtera la vie à des centaines de milliers d'innocents. L'objectif officiel est de traquer Saddam Hussein et ses plus proches collaborateurs. Mais très vite, l'occupation déclenche une insurrection qui tourne à la guerre civile. In a free Iraq, there will be no more wars of aggression against your neighbors. No more poison factories. No more executions of dissidents. No more torture chambers and rape rooms. En Irak, les opérations militaires sont dirigées par le général Ricardo Sanchez, dont dépend notamment la 205e brigade du colonel Thomas Pappas. Celle-ci regroupe les MI, les officiers de l'intelligence militaire chargés de la récolte du renseignement et donc des interrogatoires. Comment décririez-vous l'ambiance qui régnait dans la communauté du renseignement lorsque vous êtes arrivé en Irak? Très agressif. Nous voulions obtenir des réponses. Certains voulaient carrément se venger. On nous avait dit que Saddam était impliqué dans les attentats du 11 septembre et que les Irakiens étaient des ennemis. On ressentait donc de la colère et un esprit de vengeance au sein de l'armée et de la communauté du renseignement. Le renseignement représentait une obsession? Oui, tout à fait. C'est grâce au renseignement qu'on perd ou qu'on gagne une guerre. Et en Irak, c'était plus important que jamais. Le problème, c'est que tout le monde peut être un ennemi. Il n'y a pas de ligne de front ni d'uniforme. Ce n'est pas facile pour les soldats de sortir tous les jours et de voir des citoyens normaux, des Irakiens, des personnes âgées, des jeunes, des enfants, des hommes et des femmes qui rient, qui jouent, qui vous saluent, vous serrent la main et peuvent à tout moment vous tirer dessus. Nous avions beaucoup de pression pour obtenir à tout prix le renseignement dont nous avions besoin pour mener à bien nos opérations. Et cela aurait été mal vu, très négligent de ma part, si je n'avais pas tout mis en œuvre pour obtenir ces renseignements, afin de pouvoir accomplir notre mission.
Du général Sanchez dépend aussi la 800e brigade militaire dirigée par le général Janis Karpinski, chargé de l'intendance et de la sécurité des 17 prisons irakiennes dont Abu Ghraib. C'est elle qui commande les MP, la police militaire, c'est-à-dire les gardiens de prison. Tout d'abord, il y a eu ce raid ou cette opération majeure à Mossoul. Et ils ont commencé à emmener à Abu Ghraib des prisonniers qui portaient des badges sur lesquels était écrit « détenus de sécurité ». C'est un terme que nous n'avions jamais utilisé dans nos opérations militaires ou de détention. Du jour au lendemain, ils emmenaient 30 puis 50 prisonniers par jour. Plus le nombre de détenus augmentait, plus les interrogateurs de l'intelligence militaire faisaient des heures supplémentaires, mais ils n'obtenaient aucun renseignement d'importance de ces détenus de sécurité. Tout homme de 14 à 70 ans pouvait être raflé et emmené dans un centre d'interrogatoire. Mon équipe les interrogeait, et même si j'estimais qu'ils étaient innocents, ils n'étaient pas relâchés parfois pendant des jours ou des semaines, dans l'attente d'un nouvel interrogatoire. La plupart étaient totalement innocents. Ils avaient seulement été au mauvais endroit et au mauvais moment. Et ils ne relâchaient personne? Non, personne. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de libérer le prochain Oussama Ben Laden ou de libérer quelqu'un qui détenait de l'information qu'ils n'avaient pu obtenir. Ils perdaient confiance en leur propre capacité d'obtenir des renseignements pertinents. À l'été 2003, nous avons demandé une directive et un entraînement supplémentaire parce que nous savions que nous avions des difficultés en Irak concernant les opérations de détention et les interrogatoires. Finalement, on nous a dit que la seule expertise qui existait, c'était celle de Guantanamo, où avaient été développées des procédures d'interrogatoire. C'est comme ça que le général Miller est venu en Irak. Oui, il faisait partie de ma demande d'aide. Un document du général Miller, aujourd'hui déclassifié, confirme qu'il a effectué une visite en Irak du 31 août au 9 septembre 2003. Il y dirigea une équipe de personnel expérimenté dans l'interrogatoire stratégique dans le but d'exploiter rapidement les détenus pour obtenir du renseignement utile. Le général Miller a dit que son plan était de gitmoiser les opérations à Abu Ghraib. Il a dit « Je ferai d'Abu Ghraib le centre d'interrogatoire de l'Irak ». Sans sourciller, le général Miller a dit « Je pense que vous traitez trop bien les prisonniers. Vous devriez les traiter comme des chiens afin qu'ils comprennent qui est le chef ». Il voulait que la police militaire prépare les conditions pour des interrogatoires efficaces, de manière à ce que les interrogateurs puissent obtenir le renseignement plus rapidement. Général Sanchez, le rapport du général Miller contenait des observations et des recommandations. Je cite l'une d'entre elles. Il est essentiel que les gardiens participent activement au conditionnement des prisonniers pour une exploitation plus efficace des détenus. Suis-je exact, Général Sanchez? Oui, sénateur. Général Miller? C'est exact, sénateur. Général Miller, pensez-vous que votre instruction ait été mal comprise? Je ne le pense pas, sénateur. Mais d'après le rapport du général Taguba, plusieurs soldats impliqués ont témoigné. Soldat numéro 1, question. Est-ce que des agents de la NI, l'intelligence militaire ou toute autre agence du gouvernement vous ont déjà demandé d'amadouer un prisonnier avant son interrogatoire? Réponse. Oui, ils m'ont parfois demandé de montrer une attention toute particulière à un détenu. Soldat numéro 4, avez-vous entendu dire que l'intelligence militaire suggérait que les gardiens abusent des détenus d'une manière ou d'une autre? Oui. Qu'est-ce qu'on vous disait? Réponse. Il disait, cassez ce mec pour nous, assurez-vous qu'il passe une mauvaise nuit et qu'il ait le bon traitement. Vous voyez où je veux en venir, Général Miller? Il y a dû y avoir un problème quelque part.
Monsieur, à mon avis, c'est un problème de leadership sur la façon dont les actions subséquentes ont pu se dérouler. Mais je n'étais pas présent à ce moment-là. Donc il serait difficile pour moi de donner un avis fiable. Général Sanchez, s'il vous plaît. Sénateur, je voudrais clarifier quelque chose. Le général Miller n'a donné aucun ordre. C'est moi qui ai donné les ordres, monsieur. C'est à vous que j'aurais dû poser la question. Merci aux témoins. 5 jours après la visite du général Miller, le général Sanchez signe une directive intitulée « Interrogatoire et contre-résistance ». Il précise qu'il l'a calquée sur celle mise en place à Guantanamo. Cette directive est destinée au colonel Pappas, à qui le général Sanchez a confié la direction des gardiens aux grandes dames du général Janis Karpinski. Sur la liste figurent les positions de stress, l'isolation pendant plus de 30 jours, la présence de chiens pour exploiter la peur des Arabes et maintenir la sécurité pendant les interrogatoires. Les chiens doivent être muselés. Lorsque nous avons discuté de ça, il était très clair que si des chiens étaient utilisés à Abu Ghraib, ils devraient être muselés et sous contrôle. Mais ils ne seraient pas utilisés pendant les interrogatoires, ni pour intimider les prisonniers. Pourtant, votre mémorandum, c'est une directive pour les interrogatoires. Oui, oui, oui. Vous écrivez pour induire de la peur. Non, ce n'est pas ce que je dis. Ah, mais moi j'ai le mémorandum et il dit pour induire de la peur chez les prisonniers. Oui. Mais bon, les chiens étaient autorisés par Rumsfeld et à Guantanamo. Franchement, général Sanchez, ne pensez-vous pas que vous avez été embarqué sur une pente glissante sans le savoir? Je ne sais pas, mais il est évident, rétrospectivement, que nous avons commis des abus. Comment pourrais-je dire le contraire? C'est évident. Vous souvenez-vous de la première fois où vous avez vu les photos d'Abu Ghraib? Comment avez-vous réagi? C'était un sentiment d'horreur, de répulsion absolue. Nous en avons référé dans les 48 heures au plus haut niveau du Pentagone. Et cela a aussitôt provoqué une inquiétude énorme à Washington, où l'on craignait que les photos fuitent avant le discours à la nation de janvier 2004, car on avait bien mesuré la gravité du problème. L'histoire des photos d'Abu Ghraib a été reconstituée par le journaliste Mark Benjamin, qui travaille pour Salon, un journal d'investigation en ligne. Tous les clichés ont été pris pendant la nuit, entre le 17 octobre et le 30 décembre 2003. Début janvier, un gardien remet un CD des photos au CID, la section d'investigation de l'armée qui déclenche une enquête administrative. La cagoule et les positions de stress. Ce sont deux techniques approuvées par le secrétaire à la Défense. Cet homme s'appelait Al-Jamadi, un prisonnier que la CIA a amené à Abu Ghraib le 5 novembre 2003 pour l'interroger dans la salle de douche. Il est mort pendant l'interrogatoire, il a été placé dans de la glace puis évacué le jour suivant. L'armée a conclu que c'était un homicide, mais personne n'a été poursuivi. La raison pour laquelle il y a eu une investigation, c'était les photos. Le seul problème, c'était les photos. Au plus haut niveau du Pentagone, il y a eu une volonté concertée de présenter les abus à Abu Ghraib comme un incident isolé, perpétré par des brebis galeuses, et l'investigation a contribué à conforter cette thèse. Pour désamorcer un possible scandale au cas où les photos seraient rendues publiques, une enquête est confiée au général Taguba à la demande du général Sanchez le 19 janvier 2003. Sa mission est clairement délimitée. Enquêter sur la conduite de la 800e brigade militaire, c'est-à-dire sur la brigade du général Janis Karpinski.
Témoignant aujourd'hui devant nous le major général Antonio Taguba de l'armée américaine du centre de commandement des forces terrestres de la coalition. Quel est l'officier de plus haut rang que vous avez interrogé? Dans mon enquête, le général Janis Karpinski. Vous n'avez pas interrogé le général Sanchez ou... Non. Donc, ce qui s'est passé au-dessus du général Karpinski est encore à écrire. Tout reste à faire. Personne ne sait ce qui a pu se produire ou ne pas se produire au-dessus de ce niveau. Le général Taguba a dit lui-même qu'il n'avait pas pu aller très loin. On lui a imposé des limites. Il a dit qu'il était dans un carcan et qu'il n'avait pas pu enquêter au-delà d'un certain niveau. Il ne pouvait pas atteindre la hiérarchie. Il ne pouvait que regarder vers le bas. Ils ont trouvé en moi le parfait bouc émissaire. Finalement, cette enquête et la première audition qui a suivi le scandale d'Abu Ghraib, c'était un peu du cinéma. Tout à fait. Tout a été calculé et emballé dans un joli paquet qui a permis au président de désigner les coupables comme quelques brebis galeuses qui ont perdu la tête pendant les permanences de nuit. Quand le 28 avril 2004, le magazine 60 Minutes publie les fameuses photos, Donald Rumsfeld dégaine aussitôt la couverture préparée par le Pentagone. Il invoque l'enquête du général Taguba et annonce que 9 gardiens seront jugés devant une cour martiale et que le général Karpinski a été dégradé au rang de colonel. Ce qu'il ne sait pas, c'est que son mensonge, sous serment, ouvrira la boîte de Pandore. Je demande à nos témoins de se lever. La vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et que Dieu vous vienne en aide. Oui, je le jure. Conformément à nos convictions, nous allons démontrer que lorsque le scandale et des dysfonctionnements se produisent, ils ne sont pas cachés, mais au contraire exposés, enquêtés, et que les responsables sont conduits devant la justice. Abu Ghraib a permis d'ouvrir les vannes. Quand les photos d'Abu Ghraib ont été publiées, le gouvernement a tout de suite soutenu qu'il n'y avait pas de politique de mauvais traitement et qu'il ne s'agissait que de brebis galeuses. Il y a des gens à l'intérieur de l'administration qui savaient que cela n'était pas vrai et qui ont voulu que le monde le sache. Mais ils n'ont pas parlé, ils se sont contentés de faire parvenir les mémorandums à la presse, n'est-ce pas ? C'est vrai que la plupart n'ont pas parlé. Ce fut plutôt une rébellion intérieure silencieuse. Ils ont seulement voulu qu'on sache la vérité parce qu'il régnait une atmosphère de peur. Il n'était pas facile de s'opposer ouvertement car la moindre critique de cette politique était considérée comme antipatriotique ou trop tendre avec le terrorisme. Politiquement, c'était très compliqué d'être un dissident dans ce pays. Oui, c'est vrai qu'il y avait un sentiment de peur qui a imprégné l'institution, qui a fait que nous n'avons pas fait ce que nous sommes censés faire en tant que chefs pour protéger nos soldats. Oui, comme se lever et dire stop. Oui, comme se lever au bon moment pour faire ce qu'il faut. Est-ce que vous assumez une part de responsabilité ? Bien sûr, je ne peux pas faire autrement. Certaines choses se sont produites sous mon commandement. Le général Mamouche a été tué sous mon commandement. L'usage des chiens a eu lieu sous mon commandement. Je reconnais très clairement que nous avons torturé, que nous avons maltraité des gens. Cela restera à jamais une défaite stratégique pour notre pays. Et il sera très difficile pour nous de retrouver l'autorité morale que nous avions avant de nous être éloignés des conventions de Genève. La peur unit, mais elle peut unir d'une très mauvaise manière. Et le meilleur exemple, c'est l'histoire des nazis.
la peur des Juifs, la peur des Gitans, la peur de tout. Ça peut rapprocher les gens d'une manière très laide. C'est très douloureux en tant que citoyen américain. Je voyage beaucoup outre-mer et j'entends ce que les gens pensent de nous maintenant. Et c'est très douloureux. Tout ça parce que quelques idéologues ont voulu se comporter comme des cow-boys. Ce n'est pas mon pays. Je le rejette. Le fait que nous ayons traité de manière inhumaine des prisonniers, à Abu Ghraib, Guantanamo ou ailleurs, restera très longtemps comme une tache sur l'histoire de notre pays. Vous avez tous ces innocents qui ont été traités de la sorte à Abu Ghraib. Et vous pensez qu'ils vont rentrer chez eux, devenir ensuite vos amis? Jamais de la vie. Ils vont devenir des insurgés, des terroristes. Voilà ce que nous avons fait en Irak. Ma déception par rapport à l'institution militaire et au Pentagone et par rapport à tout ce qu'ils ont fait à nos soldats est si profonde que jamais je n'aurais imaginé en arriver à ce point-là dans ma vie. Il n'y a aucun doute, nous avons commis des crimes de guerre. À ce jour, ceux qui nous ont conduits sur cette pente sinistre n'ont toujours pas rendu de compte.